Bonjour à tous, merci d'être sur Gabon 24 pour cette grande édition d'information de la soirée sur nos antennes. Tout de suite, les titres de ce journal. Au Gabon, la problématique de la prise en charge des mineurs en milieu carcéral au cœur d'un séminaire à l'initiative du bureau local de l'UNICEF à l'intention des directeurs de prison. La lutte contre le paludisme semble porter ses fruits. Le rapport mondial de l'Organisation mondiale de la santé sur la malaria, publié chaque année en décembre, offre une analyse précise de l'évolution et de l'élimination à un stade mondial, régional et national. Et puis en France, Christine Lagarde qui comparaît depuis hier devant la Cour de justice de la République, une juridiction exceptionnelle qui la juge pour sa conduite de l'arbitrage dans l'affaire Tapi Crédit Lyonnais, après le versement de 403 millions d'euros à l'homme d'affaires. Encore une fois, bonsoir. Pour démarrer cette édition d'information, au Gabon, l'on parle justement de la problématique d'une meilleure prise en charge des mineurs, des détenus en milieu carcéral. Cette rencontre s'est déroulée à l'initiative du bureau local du Fonds des Nations Unies pour l'enfance à l'intention des directeurs de prison. Reportage. La situation actuelle des enfants incarcérés dans le monde n'est pas reluisante au regard des chiffres sur les violences, l'exploitation et abus. Le Gabon, qui n'entend pas favoriser ces circonstances, tient à Libreville depuis ce matin un atelier de renforcement des capacités des directeurs de prison. Aujourd'hui, l'objet du présent séminaire de formation est donc de poser avec objectivité la problématique de la gestion des mineurs en milieu carcéral et de nous donner les outils intellectuels nécessaires quant à sa prise en charge. La majorité des enfants privés de liberté seraient en détention préventive et auraient entre 14 et 18 ans. Le nombre exact d'enfants privés de liberté dans le monde est impossible à déterminer à cause du manque d'études, mais l'UNICEF estime que plus d'1 million d'enfants sont concernés. La situation des enfants en détention est une partie essentielle du dispositif juridique de cette convention. Même en situation privative de liberté, l'enfant qui est entré en conflit avec la loi a des droits comme tout citoyen. Mesdames et messieurs, cet atelier de renforcement des capacités des directeurs des maisons d'arrêt vient au moment opportun pour analyser la situation des enfants en détention. Les droits de l'homme s'appliquent à tous les individus, quel que soit leur temps et leur espace de vie. Autrement dit, les droits humains ne s'estampent pas lorsqu'un individu intègre le milieu carcéral. Leurs caractères fondamentaux et inaliénables demandent qu'ils soient respectés jusqu'en détention. Le ministre de l'économie forestière, de la pêche et de l'environnement et les acteurs opérant dans les filières dont elle a la charge se sont retrouvés. Estelle Ondo a mis à profit ce tour de table pour présenter la politique du gouvernement de la République dans ces différentes filières. Le reportage est de Lardi Ngemamba. Présenter aux opérateurs économiques de la filière bois et pêche la vision et les orientations du secteur des eaux et forêts en République gabonaise, tel était l'objet de la rencontre ce mardi entre le ministre de l'économie forestière, de la pêche et de l'environnement Estelle Ondo et ses partenaires sociaux. L'ambition de notre département ministériel s'inscrit dans la vision politique du président de la République, chef de l'État, qui, à travers les objectifs stratégiques 10 et 12 du PSGE, ambitionne respectivement de faire du Gabon un leader mondial du bois certifié et de faire de la pêche un pôle de croissance et de création de richesses. Afin de valoriser et de redynamiser son département ministériel, Estelle Ondo préconise ce qui suit. La mise en œuvre du cadre juridique du secteur forêt-bois, la gestion durable des écosystèmes forestiers et aquatiques, la généralisation de l'aménagement forestier, la création d'un pôle de compétences forêt-bois, la mise en place des infrastructures industrielles pour la transformation du bois, l'appui à l'industrie locale de transformation du bois.
Outre la problématique liée au développement de la filière forêt-bois, de la pêche et de la gestion durable des ressources, le membre du gouvernement compte aussi intégrer la dimension sociale de l'entreprise. Ouverture hier à Libreville d'une rencontre interne de l'Organisation internationale de la francophonie. Les travaux de cette rencontre réunissent principalement les correspondants nationaux d'Afrique centrale auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Sibyl Mengue, texte Akigassa. L'engagement du Gabon à promouvoir la francophonie au quotidien a donné lieu ce mardi à une rencontre des correspondants nationaux d'Afrique centrale auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Pour l'ouverture des travaux, le représentant régional de l'OIF pour l'Afrique centrale a rappelé le rôle déterminant des correspondants nationaux. Notre organisation a en effet la particularité et peut-être l'avantage de coopérer avec des hauts fonctionnaires et personnes de contact désignés par les différents États et gouvernements membres à la réalisation de ces missions et de leurs zones géographiques. Les correspondants nationaux des États et gouvernements auprès de l'OIF sont des interlocuteurs nationaux qui collaborent quotidiennement dans la gestion des relations de coopération. Le présent séminaire suscite un intérêt majeur auprès des autorités gabonaises. Après la tenue du 15e sommet de la francophonie qui vient de se dérouler à Antananarivo, à Madagascar, c'était le 26 au 27 novembre 2016, le Gabon se réjouit de constater que notre organisation a su confirmer sa vocation de partenaire au développement en maintenant la révision de quelques axes de cette programmation, entre autres l'intégration de l'initiative Libre Ensemble, lancée par la secrétaire générale de la francophonie, Mme Michael Jean. La dite rencontre s'étendra sur 2 jours et mettra un point d'orgue sur la mise en œuvre de la programmation 2015-2018 de l'OIF. Le porte-parole du gouvernement gabonais, Alain-Claude Bilémizé, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il s'est prononcé sur plusieurs questions en rapport avec l'actualité nationale et internationale. Entre autres points abordés, la publication du rapport de la mission d'observation des élections du 27 août dernier au Gabon. Larissa Laure Mamengi, Bertin Osaga. Outre le séjour du chef de l'État en Chine, la conférence de presse du porte-parole du gouvernement a eu pour sujet principal le rapport de la mission d'observation de la présidentielle du 27 août. Cette mission n'avait pas vocation à administrer le scrutin ni à remplacer les organismes et institutions chargés de l'organisation de l'élection dans notre pays. La mission d'observation n'avait pas pour mission de dire qui a gagné cette élection. Avec 10% de bureaux de vote observés, il serait difficile, selon Alain-Claude Bilémizé, de s'en référer et d'en tirer des conclusions pour un rapport. S'agissant de l'insistance que semble faire la mission d'observation électorale sur les résultats de la province du Haut-Ogooué, le gouvernement s'étonne de cet acharnement à relever de prétendues anomalies dans cette partie du territoire qui a toujours voté le candidat du PDG à l'élection présidentielle avec des suffrages se situant systématiquement au-dessus des 90%. Le gouvernement s'étonne en outre du silence observé par cette même mission quant aux anomalies évidentes observées à Libreville, Bitam, Port-Gentil ou Omboué, où des procès-verbaux présentés par l'opposition elle-même étaient étrangement surchargés, avec des retraits de suffrage pour tel ou tel candidat au profit de tel ou tel autre candidat. Des dissensions au sein de l'Union nationale, un parti de l'opposition gabonaise. L'ancien coordonnateur des jeunes, Ghislain Ledoum Bonvoué, dénonce avec force le traitement dont il fait l'objet devant la presse. Il a dit être convoqué devant un conseil de discipline dont il ignore les tenants et les aboutissants. Larissa Laure Mamengi. Rien ne va plus entre l'ancien coordonnateur des jeunes de l'Union nationale et le directeur de ce parti. Il est reproché à Ghislain Ledoum Bonvoué de s'être exprimé au nom d'une instance dont il n'est plus le responsable, d'où sa traduction en conseil de discipline, une démarche jugée arbitraire par le concerné. Ceux qui me convoquent en conseil de discipline aujourd'hui ne sont pas bien placés pour cela.
parce que je connais des choses. Je ne peux pas donc accepter que ceux qui tordent le cou à la loi, donc le directoire de l'Union nationale, son président Mimboto, puissent aujourd'hui se prévaloir comme des hommes honnêtes. Ghislain Lodum-Bovoué, qui dit ne pas craindre quoi que ce soit, dénonce la gestion actuelle de l'UN. Lorsqu'on est leader, on doit être capable de mourir pour la cause pour laquelle on se bat. Moi, je l'ai fait. Mais ces responsables qui sont dans le bureau, mais qui font semblant de se battre pour les Gabonais, alors qu'en réalité, ils ne le font pas. Je n'ai pas envie de dire plus. Je connais des choses, alors s'ils me provoquent, je vais dire des choses extrêmement graves. Pour l'ancien leader des jeunes de l'Union nationale, son soutien à l'actuel ministre de l'économie forestière, sorti des rangs de ce parti, et sa volonté de participer au dialogue national sont les réelles raisons de toute cette histoire, toutes choses qui, selon lui, ne l'empêcheront pas d'aller jusqu'au bout. Le milieu judiciaire gabonais en ébullition avec cette grève lancée par le principal mouvement syndical de la magistrature. Plusieurs points de revendication constituent le cahier des charges des magistrats qui, au sortir d'une assemblée générale tenue hier à Libreville, ont réaffirmé leur volonté de ne pas lâcher du lest. Kenny Ongori, Jospin Bombadianga. Le syndicat national des magistrats reconduit son mouvement en assemblée générale. Cette fois-ci, il est dit limité. Plus rien n'arrête le SINAMAG, pourtant déjà reçu par la tutelle pour une amorce des négociations. Il y a des négociations, mais qui n'aboutissent pas. Donc nous estimons, en fait, on a pris un avertissement, on a l'impression qu'on n'a pas été entendu, on corse un peu le mouvement. Donc désormais, c'est tous les services, ce n'est pas seulement Libreville, en même temps l'intérieur du pays. Dans leur chapelet de revendications, les magistrats affirment que seul un point est en voie de règlement. Notre cahier de charges, il y a 6 points qui nécessitent satisfaction pour la bonne marche de nos services. Malheureusement, au bout de négociations, déjà la période de préavis, ensuite on est rentré en grève, il n'y a rien qui est satisfait sur les 6 points. Il y a juste un seul qui a vraiment un début de satisfaction. Tous ces points, c'est seulement le point relatif aux touches qui a un début de satisfaction. La reprise du service dans les tribunaux du pays est conditionnée par la satisfaction de tous les points qui relaient, selon les grévistes. Dès qu'on a satisfaction, on va suspendre le mouvement. Mais il faudrait que les négociations reprennent. En attendant les prochaines négociations avec le gouvernement, les magistrats maintiennent le piquet avec tout de même un service minimum. L'on s'approche inexorablement de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui va se dérouler dans 4 principales villes du Gabon. Les opérateurs économiques et autres grandes entreprises prennent également leurs dispositions pour faire face aux différents flux qui vont s'opérer durant cette période. C'est notamment le cas du Transgabonais qui prend des dispositions. Dorothée Afinizo pour le reportage. Dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de football Gabon 2017, la ville de Franceville, dans le Haut-Ogooué, abritera le groupe B, avec pour match d'ouverture un Algérie-Zimbabwe déjà stimulant le 15 janvier prochain. La ville, qui a déjà abrité la CAN en 2012, est une habituée des compétitions. C'est dans cette optique que la société d'exploitation du Transgabonais, CETRAG, se prépare à accueillir un plus grand nombre de voyageurs. Nous nous y attendons. Exceptionnellement, la CETRAG s'est engagée auprès de l'État à soutenir la CAN en mettant en place un programme très fluide au niveau de la circulation des trains, avec tout ce qui va arriver comme supporters, comme clients ordinaires. Des trains supplémentaires ont été prévus avec des horaires aménagés par rapport au temps des matchs, aux horaires des matchs. La CAN est la bienvenue, ça apportera un plus, et surtout pour nous au niveau de la CETRAG. Alors je demande à tout le monde de s'y atteler et de faire tout pour que ça marche. À quelques semaines de ce rendez-vous continental, la ville de Franceville peaufine les derniers réglages et selon la municipalité, tout est en place pour que la grande messe du football africain soit un succès. L'actualité sur le continent africain, c'est d'abord cette mission de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique
de l'Ouest. Une mission qui a été dépêchée aujourd'hui à Banjul, composée de plusieurs chefs d'État venus du Libéria, du Nigeria, du Ghana et de la Sierra Leone pour rencontrer Yaya Jammeh. L'objectif affiché de ces représentants est très clair, mais la mise en œuvre risque d'être beaucoup moins. Svetlana Gladys Maganga pour les détails. 4 chefs d'État africains sont arrivés en Gambie ce mardi pour une médiation en vue de convaincre Yaya Jammeh de céder le pouvoir dans la paix. Une délégation conduite par Ellen Johnson Sirleaf, présidente en exercice de la CEDEAO, est composée de plusieurs chefs d'État, dont le Ghanéen John Dramani Mahama, le Nigérian Muhammadu Buhari et le Sierra-Léonais Ernest Bai Koroma, s'est rendu mardi à Banjul. Cette délégation tentera de convaincre Yaya Jammeh de remettre le pouvoir d'Adama Barrow, le vainqueur de la présidentielle du 1er décembre dernier en Gambie. Yaya Jammeh avait, dans un premier temps, accepté sa défaite, mais a changé de position une semaine après, appelant à de nouvelles élections. La délégation de la CEDEAO a le soutien du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a appelé lundi Jammeh à céder le pouvoir. Les diplomates sont unanimes quant au respect des résultats de la présidentielle gambienne, conformément aux recommandations constitutionnelles du pays. Cette visite survient après la condamnation par le barreau gambien du rejet des résultats à la présidentielle par le président Yaya Jammeh. Le barreau qualifie cette volte-face du président sortant de trahison et demande aux avocats gambiens de boycotter les tribunaux jusqu'à ce que Jammeh remette le pouvoir au vainqueur de la présidentielle. C'est lundi que le président gambien devait déposer son recours devant la Cour suprême de son pays pour faire annuler les résultats du scrutin présidentiel. Quelques 260 Maliens expulsés d'Algérie au cours d'une vaste opération visant des migrants africains ont accusé hier les forces de sécurité responsables de leur expulsion de violence, faisant état de nombreux blessés, voire de morts. Le récit de Linda Gaël Maganga. Arrêtés et expulsés d'Algérie, plus de 260 Maliens sont arrivés dans leur pays d'origine. Ils rendent les forces de sécurité responsables des violences dont ils ont été victimes. Ils disent tout le temps comme ça, j'ai été violenté, ils m'ont pris au sentier, j'étais au foyer, ils sont partis nous chercher au foyer, c'est comme ça qu'on a été expulsés. Mais dire qu'ils ont dit exactement la cause réelle même de l'expulsion, non. Selon les témoignages apportés aux responsables du centre d'accueil des Maliens expulsés, toutes les personnes renvoyées dans leur pays n'étaient pas en situation d'irrégularité. Ils nous ont arrêtés les premiers, on demande les gens pourquoi les armées, on demande pourquoi ils nous ont arrêtés, il dit qu'il va aller vacciner les gens. Il nous a amenés jusqu'à la frontière Algérie et Niger. C'était là-bas, c'était Tamraset. Après Tamraset, bon, il nous a mis dans les camionnettes encore en Niger. Après Niger, c'est l'État malien qui nous a escortés jusqu'ici avec des bus. Proche du Mali, l'Algérie est progressivement devenue une terre d'accueil pour les nombreux migrants qui désirent prendre clandestinement la route de l'Europe. Mais selon le département algérien de la police judiciaire, 70% de ces migrants sont restés en Algérie l'année écoulée. Le rapport mondial sur la malaria, publié chaque année en décembre, offre une analyse précise de l'évolution de la malaria et de son élimination à un stade mondial, régional et national. Ce rapport est mené par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En 2015, 429 000 personnes sont mortes du paludisme selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé paru au mois de décembre 2016. La maladie contractée par la piqûre d'un moustique, l'Anophèle femelle, fait encore de nombreuses victimes en Afrique, même si l'on note une baisse de la mortalité de 21% entre 2010 et 2015. Dans son rapport annuel, l'OMS constate également des progrès, en particulier dans l'accès aux soins préventifs et au dépistage en Afrique subsaharienne pour les enfants et les femmes enceintes, des populations particulièrement exposées. Ainsi, entre 2010 et 2015, dans 5 pays d'Afrique, le nombre de femmes recevant un traitement préventif a été multiplié par 5. Toutefois, certaines régions sur le continent africain développent des résistances. Le manque de financement et des systèmes de santé fragiles sont susceptibles de freiner les progrès de lutte contre le paludisme. Car pour faire la sensibilisation, des traitements préventifs et même des fournitures en moustiquaires imprégnés ou des campagnes de pulvérisation dans des zones favorisant le développement du moustique vecteur de la maladie, il faut des fonds consistants. Le rapport précise qu'en 2015, 43% de la population n'était pas protégée par les dispositifs de base.
Par ailleurs, l'OMS s'inquiète de la résistance grandissante des moustiques aux traitements et aux insecticides, tout comme des cas de résistance aux traitements standards détectés dans 5 pays de la sous-région du Grand Médoc en Asie du Sud-Est. Le procès de Christine Lagarde, l'actuelle directrice du Fonds monétaire international, devant la Cour de justice de la République a repris ce matin pour sa 2e journée consécutive. Christine Lagarde comparaît depuis hier devant la Cour de justice de la République qui la juge pour la manière dont elle a conduit l'arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Une affaire qui aboutit au versement de 403 millions d'euros à l'homme d'affaires. Reportage Alex Nkogi. Le procès de Christine Lagarde devant la Cour de justice de la République a repris ce mardi matin pour la 2e journée. Son mise en examen pour escroquerie en bande organisée, l'instruction n'est pas close. Le parquet, qui avait requis par écrit un non-lieu en faveur de l'ancienne ministre de l'Économie, des Finances, de l'Industrie et du Travail, n'est pas pour autant favorable au sursis à statuer sollicité par Maître Maisonneuve, avocat de Christine Lagarde, en attendant la sentence du volet droit commun. La Cour de justice de la République doit déterminer si l'ancien ministre des Finances a été négligent, si elle a fait preuve de légèreté dans le dossier tentaculaire qui oppose Bernard Tapie au Crédit Lyonnais. Une négligence qui aurait favorisé l'homme d'affaires au détriment de l'État. Christine Lagarde risque jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende du fait de l'affaire d'arbitrage du très vieux conflit entre Bernard Tapie et l'ancienne banque publique Crédit Lyonnais sur la revente en 1994 de l'équipementier sportif Adidas. De hauts responsables américains, japonais et sud-coréens au fait de la politique nucléaire nord-coréenne se sont rencontrés en Corée du Sud pour discuter de Pyongyang dans un contexte de grandes incertitudes politiques tant à Washington qu'à Séoul. Andy Tungi pour le récit. Les 3 émissaires se retrouvent régulièrement dans leurs capitales respectives. L'un de leurs objectifs principaux est de déterminer un consensus sur l'attitude à avoir vis-à-vis de la menace nucléaire croissante représentée par Pyongyang. Ce consensus semble particulièrement fragile en ce moment. La réunion de Séoul est la première depuis l'éclatement du retentissant scandale politique qui a valu à la présidente sud-coréenne Park Geun-hye d'être destituée par le Parlement la semaine dernière. La Corée du Nord va à l'encontre du sens de l'histoire et use de la menace nucléaire pour toutes les communautés internationales. Nous mettons fermement en garde la Corée du Nord sur le fait qu'elle est sur le chemin de l'autodestruction. Et si elle n'abandonne pas l'arme nucléaire, et on espère qu'elle comprendra rapidement que la dénucléarisation est la seule option. C'est aussi la première rencontre depuis l'élection de Donald Trump, un événement qui pourrait présager de changements monumentaux dans la politique étrangère américaine, y compris envers la sécurité de la péninsule coréenne. La question nucléaire a toujours réuni les deux partis. Personne, du côté républicain ou démocrate, n'a jamais eu d'autre objectif que la dénucléarisation. Donc, je pense que s'il y a une nouvelle analyse, la position restera la même. Au menu des discussions figure en bonne place la mise en œuvre des dernières sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU après le 5e essai nucléaire nord-coréen de septembre. Riche en minerais et en poissons, garante de l'accès de la flotte russe à l'océan Pacifique, les îles Kouriles sont toujours au cœur d'un différend territorial entre Moscou et Tokyo, 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les détails avec Gladys Maganga. Appelées Kouriles du Sud par la Russie et Territoire du Nord par le Japon, ces 4 îles sont les plus méridionales et donc les plus proches du Japon, d'une longue chaîne de petites îles volcaniques qui s'engrènent en arc entre la presqu'île russe au nord de la grande île japonaise de Hokkaido au sud, font actuellement partie de la région russe de Sakhalin. Mais pour le Japon, elles dépendent toujours de la préfecture de Hokkaido et empêchent la signature d'un traité de paix entre les deux pays. Je ne l'accepte pas du tout de donner les îles Kouriles aux Japonais. Comment pourrais-je leur donner ma patrie? Et je suis complètement d'accord avec notre président que les îles Kouriles et toute la Russie sont unies. Donner quelque chose? Absolument pas. Depuis, Tokyo dénonce une injustice invoquant le traité de 1855. De son côté, la Russe se retranche derrière la conférence de Yalta de février 1945, au cours de laquelle Staline aurait obtenu du président américain Franklin Delano Roosevelt la promesse de récupérer les Kouriles en échange de son entrée en guerre contre le Japon. Même si leur population actuelle ne dépasse pas 17 000 personnes, selon les statistiques officielles, ces îles sont importantes à tout point de vue.
Du sport, pour mettre un terme à cette grande session d'information de la soirée. À 31 ans, Cristiano Ronaldo succède à son rival argentin Lionel Messi et décroche ainsi le 4e ballon d'or de sa carrière. La cérémonie avait pour cadre le Palais des Congrès de Zurich. C'était en présence des acteurs du football mondial. Le récit de Sibylle Mengue. Il était le grandissime favori. Cristiano Ronaldo a raflé son 4e ballon d'or lundi, récompensant ainsi une incroyable année marquée par son nouveau sacre en Ligue des Champions avec le Real Madrid et le premier titre international du Portugal lors de l'Euro 2016. For me, it's a great honor to receive C'est un grand honneur pour moi de recevoir ce 4e ballon d'or. L'émotion est la même que pour la première fois. C'est un rêve qui se réalise à nouveau. Je n'aurais jamais cru gagner le ballon d'or 4 fois. Je suis très satisfait, tellement heureux. Ronaldo, Messi, les deux hommes confisquent la distinction suprême depuis 2008. Le mode de désignation du ballon d'or a changé cette année. Ce n'est plus la FIFA qui remet le trophée, mais le journal France Football, comme par le passé, après le vote de journalistes de 173 pays. Le résultat est le même qu'en 2008, 2013 ou 2014. Ronaldo, 31 ans, décroche pour la 4e fois la prestigieuse récompense. Au palmarès, il reste derrière Lionel Messi, ce qui doit sans doute agacer le Portugais, redoutable compétiteur. C'est la fin de cette grande édition d'information de la soirée, le rappel des articulations qui l'ont constituée. Au Gabon, la problématique de la prise en charge des mineurs en milieu carcéral qui fait l'objet d'un séminaire à l'initiative du bureau local de l'UNICEF à l'intention des directeurs de prison. L'on a évoqué la lutte contre le paludisme qui semble porter ses fruits. Le rapport mondial de l'Organisation mondiale de la santé sur la malaria, publié chaque année en décembre, offre une analyse précise de l'évolution et de l'élimination à un stade mondial, régional et national. Et puis en France, 2e jour du procès de Christine Lagarde qui a comparu devant la Cour de justice de la République, une juridiction exceptionnelle qui la juge pour sa conduite de l'arbitrage dans l'affaire Tapie, Crédit Lyonnais, après le versement de 403 millions d'euros à l'homme d'affaires. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur Gabon 24, l'information continue.